Avez-vous déjà entendu parler d'étranges coïncidences, d'incidents bizarres, d'un groupe de personnes qui en 2007 ont survécu à un crash d'avion pour mourir 4 ans plus tard également, en avion, ou quand le 13 décembre 1977, une équipe entière de basketball fut tragiquement tuée, encore une fois vous l'avez deviné, en avion, à l'exception d'une personne, David Pearl, un étudiant de première année qui n'est pas monté à bord ce jour-là. Et s'il avait dû, s'il y avait eu malfonctionnement dans les grands rouages de la vie, car sa chance tourna court, quand 2 semaines plus tard il mourut avec son frère à cause d'un conducteur sous emprise de l'alcool, laissant ainsi la liste de l'équipe complète dans le néant. Et pour continuer sur les engins volants préférés de l'humanité, que dire du 11 septembre et du fait qu'ils seront toujours associés à l'odeur de la mort, de la catastrophe et du drame. Mais surtout que dire de ceux qui ont failli y mourir. Le roi de la pop n'avait-il pas rendez-vous au World Trade Center avant d'annuler à la dernière seconde son meeting? Était-ce un coup du sort? Un simple retard de quelques années, puisqu'après tout elle est bien venue le chercher? Enfin pensez-vous que tout est déjà écrit, que vous n'êtes pas vraiment maître de votre destin, et que le jour de votre mort est écrit? Si on le demandait à une certaine saga d'épouvante qui a connu ses heures de gloire au début des années 2000, elle vous répondrait probablement que qui que vous soyez, et quel que soit votre parcours dans la vie, il n'y a qu'une seule destination pour l'intégralité d'entre nous, la destination finale. On dit que l'on ne peut pas prédire l'heure de notre mort. Mais quand on entend ça, on imagine cette heure fatale dans un lointain et obscur avenir. On n'imagine pas une seconde que ce jour soit celui qui vient de se lever. Ou que la mort puisse venir vous faucher cet après-midi. Après-midi qui est déjà écrite en détail. Et dont chaque heure est déjà prévue. Conçu pour être un épisode de la série fantastique et de science-fiction tournant autour du paranormal The X-Files, le concept de la saga Destination Finale fut si fort que cela fut transformé en série de films, histoire que cela soit encore plus juteux niveau pognon, si vous voyez ce que je veux dire. J'aime l'argent. On peut d'ailleurs encore voir quelques bribes des X-Files avec ces 2 agents du FBI qui enquêtent et l'un des 2 qui croit plus au surnaturel que l'autre, qui sont toujours dans le film. Ce gosse me fout l'angoisse. On n'a rien contre lui, on ne peut pas le garder. Non, c'est pas ça. C'est drôle, il y a des moments où... Je l'ai presque cru. Je te jure, il y a des fois... Ne le prends pas mal, hein. Mais il y a des fois où toi aussi tu me fous l'angoisse. L'histoire est simple et pratiquement la même pour chaque opus de la saga. Un grand accident se produit, une personne a une prémonition qui lui permet à lui et un groupe d'autres personnes d'y survivre, mais la mort se met en colère et commence à les rayer un par un de la liste, dans l'ordre duquel ils étaient censés mourir, pour rétablir l'ordre naturel des choses et la balance de la vie et de la mort. Et aujourd'hui, on va se pencher sur l'un des seuls qui semble savoir comment la déjouer sur le long terme, et qui sait peut-être éternellement la battre. J'ai nommé le croque-mort William Bloodworth. Bonjour, Claire. William Bloodworth est né le 31 octobre 1954 à New York. Croque-mort et entrepreneur de pompes funèbres, il possède des salons funéraires à son propre nom, les Bloodworth Funeral Homes. Personnage mystérieux, c'est toujours à New York qu'on le voit exercer son métier de coroner pour sa première apparition chronologique dans la timeline lors de Destination Finale 5, qui est un préquel aux autres films de la saga. Si vous ne savez pas à quoi sert un coroner, c'est lorsque l'identité, la date ou la cause du décès est inconnue, ou quand le décès survient dans des circonstances violentes, obscures, ou à la suite de ce qui semble être une négligence. Il est investigué par un coroner. C'est ce dernier qui remplit le bulletin de décès au terme de l'investigation dont il fait rapport. Bref, un métier vraiment très joyeux. Sam Lawton et son ex-petite amie Molly, ainsi que quelques collègues, ont échappé à la catastrophe,
de l'effondrement du pont grâce à une vision. Grâce à ça, ils sont encore en vie pour assister à l'enterrement de ceux qui furent moins chanceux qu'eux. C'est là que Bloodworth met en garde le petit groupe de survivants, pour la première fois sur le fait que la mort n'aime pas être déjouée. La première chose qu'on peut noter, contrairement à d'autres survivants à qui on demande conseil dans la saga, est son attitude nonchalante, et sa façon de siffloter tranquillement après une gigantesque catastrophe. You all just be careful now. Okay. Thanks for the advice. Creepy guy. Et peut-être qu'il a pris exemple sur Walter White. Ce qui montre qu'il ne semble pas être effrayé le moins du monde par la mort et le fait qu'elle s'en prenne à eux comme s'il était presque écarté de la liste. Qu'il ne risquait rien de tout ça, car bien que la mort ne soit pas après lui, car il n'était pas censé mourir dans l'accident du pont, et que son heure n'est donc pas venue, elle doit bien avoir un plan pour lui aussi un jour, ou l'autre, comme pour tous les personnages humains de la franchise. Pourtant cette perspective ne semble pas plus l'effrayer que celle de voir ces jeunes mourir. Il semble habitué. Après tout, c'est son métier de ramasser les cadavres pour s'en occuper. Car on nous apprend dans ce film qu'il est coroner et côtoie donc la mort au quotidien. Il le dit d'ailleurs à un personnage, il fait juste son job. Et alors que les survivants du pont commencent à tomber aux mains de la grande ombre de la vie, comme des mouches, Bloodworth se retrouve systématiquement sur les lieux des drames. Ce qui commence à interpeller Sam, qui décide de lui parler. C'est là que nous apprenons une information importante. Qu'est-ce qui nous arrive? Et pourquoi je serais au courant? Votre avertissement, vous avez dit de la mort? À la messe de souvenirs, elle déteste être trompée, c'est ça? C'est que j'ai vu ces choses, parfois. Vu quoi? Quelques-uns peuvent survivre au désastre. Ensuite, un par un. Tous, la mort vient les prendre. Vous avez changé les choses sur ce pont. Il y a un pli dans la réalité. Et cette froissure, c'est vous. C'était donc déjà arrivé. Et bien avant que Destination Finale 5 et ses événements ne se produisent, alors qu'il s'agit pourtant de la première histoire autour de la mort à laquelle nous assistons dans les films dans l'ordre chronologique. Il fait référence pourtant explicitement à une ou des affaires antérieures dans lesquelles il fut impliqué. Retenons donc ceci. Avant le pont, il y a eu au moins un autre accident majeur. Bloodworth donne aussi une autre règle qui ne reviendra jamais dans la saga plus tard. Si on prend la vie de quelqu'un d'autre en le tuant, on peut récupérer son temps de vie, et la mort se détourne de nous, temporairement, car l'équilibre est rétabli. Cela fait que Peter Friedkin, nommé d'après le réalisateur de l'Exorciste, William Friedkin, est devenu le premier antagoniste humain de la franchise en essayant de tuer Molly. Certains disent qu'il n'a plus par la suite donné ce conseil de prendre une vie, afin d'éviter que les survivants ne s'entretuent à nouveau, car il est un bon gars qui veut éviter les drames. Mais j'ai envie de vous dire, si c'était vraiment le cas, il l'aurait déjà fait. Il savait très bien ce que ça allait produire. Je pense plutôt qu'il est possible, s'il est vraiment juste un humain comme les autres, qu'il soit dans son intérêt que la mort reste occupée avec ces gens le plus longtemps possible, pour qu'elle prenne son temps pour s'occuper de lui après. Alors autant ne pas leur donner de conseils pour les sortir d'affaires trop vite. Imaginons qu'il ait lui-même passé un accord avec la mort pour la nourrir. Il ne faudrait surtout pas que la nourriture soit trop vite consommée. Car quand quelqu'un est sauvé ou meurt, la mort passe toujours au suivant. Je te l'avais dit pourtant. Elle s'est détournée de moi. Alors à qui le tour? Au final, dans toute la fatalité de Destination Finale, Sam et Molly, qui pensaient avoir vaincu la mort, se retrouvent peut-être dans le plan qui était prévu depuis le début par la mort, qui en tant que forme sombre de divinité, semble toujours avoir un coup d'avance. On peut voir sur le billet qu'ils ont embarqué pour le vol le plus tristement célèbre de l'histoire de la franchise, le vol 181 à destination de Paris. Les conseils de William Bloodworth, le croque-mort, ont été inutiles et n'ont fait que retarder l'inévitable. Ils périssent tous les deux dans un accident mortel, avec le reste des 287 passagers à bord. Pourtant, peu de temps avant, un groupe de lycéens partis en voyage scolaire descend de l'avion.
le laissant ainsi décoller de l'aéroport JFK, référence au président assassiné et à la mort sans eux suite à la prémonition d'Alex Browning, et les événements du premier film de la saga s'enclenchent. Et vous vous souvenez quand je parlais de s'il est vraiment juste un humain? Non, parce qu'en fait à ce stade, il est peu probable tout de même que William Bloodworth soit juste un humain. Car après la mort d'un des survivants du crash, il attend déjà la venue d'Alex Browning et Claire Rivers pour avoir des réponses au Bloodworth Funeral. Silence. Vous réveillez les morts. Je suis son ami et je voulais Je le voir. sais qui vous êtes. Presque comme s'il pouvait avoir des prémonitions sur demande, ou comme s'il possédait certains pouvoirs. C'est flou s'il s'agit d'une capacité surnaturelle, ou s'il a simplement entendu parler de l'accident, et qu'il a appris qui était Alex, et qu'au fil des années il s'est habitué à accueillir des curieux qui veulent en savoir plus. Mais il montre aussi à plusieurs reprises qu'il est capable de connaître des prénoms avant même qu'on ne les lui donne, et donc soit il se renseigne énormément sur tous les accidents du coin dû à son métier et apprend par cœur les prénoms de ceux qui sont encore en vie, ce qui serait un peu bizarre, vous en conviendrez, soit il a une sorte d'omniscience que seule la mort pourrait avoir. Et puis je veux bien que le gars soit très fort pour déjouer la mort, mais pendant aussi longtemps, après tout peut-être qu'elle est après lui, qu'il serait très très fort, mais peut-être beaucoup trop fort pour un humain justement, avec autant de calme et de connaissances sur elle, vraiment. Si on rajoute à ça le manque d'informations que nous avons sur son passé et sa voix menaçante de Candyman, le personnage de Tony Todd a été vu par certains comme une personnification de la mort elle-même. Cela ne serait-il pas logique, lui qui sait exactement toujours ce qu'il va se produire, qui prédit aux jeunes qu'ils vont mourir bientôt, qu'il soit lui-même la personne qui fait ses grands plans pour les abattre? À très bientôt. Bah en fait, peu probable encore une fois, au risque de vous décevoir. Il a été confirmé par les producteurs, c'est leur faute, qu'il n'est pas la mort. Mais je ne suis toujours pas convaincu par la théorie qu'il est juste un humain avec des capacités psychiques surdéveloppées par rapport au reste des personnages, sans la moindre justification. Il y a quelque chose de mystique qui plane autour de lui. Ma théorie personnelle serait que s'il n'est pas la mort, il pourrait très bien travailler pour elle. Regardez comment il parle de la faucheuse. Mais n'oublie pas, tu risques, en déjouant ses plans, en ne respectant pas sa volonté, de déclencher une fureur qui terroriserait la grande faucheuse en personne. Dans beaucoup de fictions, pourtant, la faucheuse est la mort. Elle est sa représentation la plus connue dans la fiction et la culture populaire, je dirais même. Alors si même la faucheuse n'est pas la mort et pourrait avoir peur d'elle, peut-être qu'il s'agit de lui? Mais s'il travaille vraiment pour la mort, pourquoi prendrait-il le risque d'entrer en conflit avec son patron en aidant les survivants? Et pourquoi la mort maquillerait-elle une scène de crime en suicide pour éviter que William ne comprenne qu'elle en a après les jeunes, comme si elle voulait garder son effet de surprise et éviter que Bloodworth ne les avertisse? Alors même si la mort et la faucheuse sont vraiment deux entités distinctes, William semble ne pas être candidat pour les deux. Dans ce cas, s'il ne peut pas être la faucheuse non plus, j'ai une autre explication sur son identité pour plus tard. Au tout début de Destination Finale 2, on peut entendre la voix de William prononcer le nom de Leroy. Elle entend cela à son réveil comme un mauvais pressentiment concernant la journée qui va suivre alors qu'elle est seule chez elle, ce qui est pour le coup vraiment étrange et surnaturel, et il n'y a alors aucune explication dans le film. Plus tard, quand il la rencontre, il connaît déjà son nom alors qu'ils ne se sont jamais vus officiellement auparavant. Et tout ça renforce un peu plus le mystère autour de ce personnage. Nouveau cas de figure. Un groupe de survivants échappe à un accident de la route mortelle, et un par un, ils se font emporter. Ceux qui restent vont voir William accompagné de la seule survivante restante du vol 180, Claire River. Et là, Bloodworth ne semble absolument pas surpris. Il dit à Claire qu'il l'attendait, ce qui renvoie plus ou moins à leur dernière rencontre. Sauf que cela fait alors très longtemps que Claire vit recluse pour échapper à la mort dans une cellule capitonnée à l'intérieur d'une institution psychiatrique. Alors là, cette fois, il semble clair qu'il n'y avait aucun moyen pour William de savoir qu'elle viendrait, et encore moins à ce moment, ce jour-là, après tout ce temps. Il leur donne alors un nouveau conseil assez vague. Il n'y a qu'une nouvelle vie qui peut vaincre la mort. Qu'est-ce que vous entendez par là?
On dit souvent qu'il y a un équilibre en toute chose. Pour chaque vie, il y a une mort, et pour chaque mort, il y a une vie. Mais l'arrivée d'une vie qui n'était pas prévue, ça peut annuler la liste et forcer la mort à en faire une autre. Puis il disparaît à nouveau et c'est la dernière fois que nous avons vu William Bloodworth dans la franchise Destination Finale, sans compter les livres, comme End of the Line ou Death of the Senses. Mais alors, qui était-il vraiment? Pourquoi a-t-il disparu? Jouait-il un double jeu? Où est-il dans le 3e et 4e opus? S'est-il tout simplement fait avoir par la mort lui aussi? Est-il 6 pieds sous terre à son tour? Le 13 mai 2005, l'anniversaire de l'explosion du vol 180, un roller coaster déraille dans un accident meurtrier. Vous pouvez toujours courir, vous ne m'échapperez pas. C'est le début de la fin. Écoutez un peu cette voix sinistre du haut-parleur provenant de l'attraction. Cela ne vous rappelle-t-il pas quelqu'un? En VO, c'est bien la sienne. La voix de Tony Todd est reconnaissable d'entre mille. On pourrait me dire qu'il s'agit d'un simple caméo et pas forcément du même personnage. Mais moi je dis, et si c'était le cas? Glenn Morgan, l'un des 3 scénaristes de Destination Finale 1, voulait justement Todd pour le rôle à cause de sa voix grave, profonde et sinistre pour donner un ton plus sombre au film. Elle ne passe pas inaperçue et comme on nous dit dans Destination Finale... Dans la mort, il n'y a ni hasard, ni coïncidence, ni malchance, ni échappatoire. Alors peut-être est-ce une indication totalement volontaire de la part des créateurs de la franchise, que ça n'est pas juste un hasard dans l'histoire, que ces 2 personnages partagent la même voix, à savoir le gars de l'attraction et William. D'ailleurs, tout comme William, le diable met en garde Windy avec ses paroles au final, tout comme lui le faisait auprès des ados qui venaient le voir, tentant ainsi d'intervenir au sein du plan de la mort une fois de plus. Et si William était ce qui est juste sous notre nez depuis le début? Le diable. Alors oui, pourquoi le diable, qui est censé faire le mal, aiderait les survivants? Pour s'amuser tout simplement. Rappelez-vous qu'il n'a pas toujours eu l'air de leur vouloir du bien. Il profite même de la mort de certains. On le voit dans Destination Finale 2, il a notamment volé la Rolex d'un des morts. Pensez à la mort. Est-elle, malgré son sens de l'humour mesquin, véritablement définie comme maléfique dans la franchise? A-t-on une preuve de cela? Finalement, tout comme William, elle fait juste son travail. Elle régule la vie et s'occupe de l'équilibre de l'humanité sur Terre. Peut-être est-elle juste après tout. Peut-être est-ce juste nécessaire pour faire fonctionner le monde, et le diable en a décidé autrement. Il aime interférer et foutre le bordel, disons-le. C'est le propre de Lucifer de répandre le chaos et de tromper le monde en jouant avec après tout. Et même si la mort finit toujours par obtenir ce qu'elle veut, le fait de faire tenir les survivants plus longtemps contre elle dérègle les choses et la rend en colère. Et ça, William le sait bien. Il le dit lui-même. Et il aime ça. Ce qui fait que les survivants auront à cause de cela une mort bien plus violente et dégueulasse pour certains pour avoir osé la défier et la mettre en rogne. Tout ça sous les conseils mal avisés de Satan. On l'entendra une dernière fois dans le train 081 dire End of the Line. Et c'est aussi la fin de la ligne pour cette vidéo. Merci d'avoir pris le 100% Horreur Express. N'hésitez pas à vous abonner, partager et dire en commentaire qui pensez-vous se cache réellement derrière ce citoyen vraiment étrange qu'est William Bloodworth.